Alors, je commence par me présenter. Je suis Benjamin Séclier, je suis administrateur système à l'Université de Lorraine. Je suis le responsable technique du projet EOL que je vais vous présenter. Et je tiens à m'excuser par avance auprès des chercheurs pour les précautions oratoires auxquelles vous êtes friands que je ne prendrai pas forcément aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le contexte de ce projet. Ce projet, c'est donc une action du projet d'UNEOL, qui est un projet multi-établissement, un projet donc d'UNEOL, qui est multi-établissement, Université de Lorraine, Université de Strasbourg et Université Reims-Champagne-Ardenne, qui est composé de 11 actions, dont celle sur les Learning Analytics que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce projet nous a permis de recruter 2 personnes sur 2 ans pour travailler sur ce sujet. Un postdoctorant au Lauria, laboratoire de recherche à Nancy, qui va s'occuper de la partie algorithme, et puis un développeur à la direction du numérique qui a été en charge du développement du projet que je vais vous présenter. Alors on a vu beaucoup de présentations très intéressantes sur les analytics de manière générale, que ce soit learning, teaching, académique, etc. Ce qu'on peut résumer, c'est qu'en gros, il y a 3 publics cibles potentiels sur ces analytics, soit l'institution, soit donc la gouvernance, soit les enseignants, avoir des tableaux de bord pour tous ces étudiants qui met donc en exergue les étudiants en problème. Nous, on s'est focalisé plutôt sur la réussite de nos étudiants en L1, et donc on a mis en place des analytics et des tableaux de bord pour nos étudiants de L1 uniquement. Pas de vue enseignant, c'est vraiment qu'une vue pour l'étudiant lui-même seulement. Une spécificité de ce projet, en tout cas spécificité pour nous à la direction du numérique, c'est que ça mettait autour de la table beaucoup de personnes de profils complètement différents. Il y avait donc nous, les techniques, administrateurs système ou développeurs. Il y avait aussi des chercheurs pour la partie algorithmique. Il y avait des enseignants pour la partie pédagogique, et puis des étudiants qui nous ont aidés à réaliser les tableaux de bord que je vais vous présenter. Donc c'est une spécificité du projet qui a été un petit peu compliquée, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qui tourne actuellement. Je faisais des présentations les années auparavant en disant qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on aimerait bien qui tourne, etc. Là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qui tourne actuellement. Donc ça vend peut-être un petit peu moins de rêve que ce qu'il y a eu ce matin, mais voilà. En tout cas, ça fonctionne actuellement, quoi. C'est opérationnel. On utilise donc actuellement 2 sources de données différentes. Et avant de parler des sources, je voudrais vous parler du type de données. En fait, le premier type de données qu'on a trouvé et qu'on a conservé, c'était les données d'action ou les données d'usage. C'est-à-dire chaque action que fait chaque étudiant sur la plateforme de cours en ligne Moodle. Donc du coup, on a ici aussi la source qui est Moodle, notre plateforme de cours en ligne. On a une plateforme assez importante sur laquelle il y a environ 17 000 cours, avec un pic d'usage la semaine dernière à 14 000 connexions simultanées. Donc c'est vraiment une plateforme qui est très utilisée chez nous, dans laquelle il y a énormément d'actions. Alors les actions sont formatées de la sorte. Donc voici le type d'action et comment elles sont formatées, comment on les récupère. Donc c'est le login de l'utilisateur, a vu, ou a fait une action, donc ici a vu, le cours numéro 1024. Ou alors l'utilisateur a vu la ressource PDF numéro 33, 45, etc. Ou l'utilisateur a soumis un devoir, a rendu un devoir dans le cours numéro 1024. Voilà, c'est ce genre d'action. En fait, toutes les actions faites dans la plateforme LMS, on les récupère et on les stocke. Le deuxième type de données, ça va être les données que j'ai appelées les données d'état, les données administratives, les données d'état civil. C'est ce qui est situé dans Moodle, mais également dans Apogee. Et pour enlever tout suspense tout de suite, en fait, c'est les notes, principalement pour l'instant. Donc ça va être l'utilisateur a eu telle note sur tel UE, tel élément constitutif, tel élément pédagogique dans Apogee, tel cours en fait, dans la vraie vie, ça correspond à une note d'un cours ou d'un examen. Et puis on a la même chose dans Moodle, tel utilisateur a eu telle note, et là c'est un petit peu plus varié parce que ça peut être des notes à un quiz,
des notes à un devoir qu'il a rendu, des notes à une activité qu'il a faite sur la plateforme. Voilà, tout un tas de notes différentes qu'on va remonter. Donc voici nos deux principales types de données et sources de données, qui sont notre plateforme Moodle et notre plateforme, et notre apogée pour les notes. Par la suite, on ne s'interdit pas, voire même on y réfléchit déjà, d'ajouter d'autres données administratives issues d'Apogée, comme par exemple où est-ce qu'il habite, s'il habite en Lorraine ou à l'extérieur, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a un emploi, etc., etc. Pour l'instant, on ne traite pas ces données, mais on dispose de ces données dans Apogée, on sait comment les récupérer, et donc on pourra le faire dans un second temps. La difficulté de ces données, c'est que donc il y a deux sources différentes, il y a plusieurs types de données, et donc il a fallu les structurer de manière à pouvoir les stocker en cohérence dans un même système. Donc la structure était très importante, ça nous a pris pas mal de temps, et voici la structure telle qu'on l'a définie. Alors là, c'est très technique ce que je présente aujourd'hui, mais voici comment on stocke toutes ces informations dans notre base de données. Alors je vais aller rapidement dessus, mais on commence par l'utilisateur en haut à gauche, qui est relié grâce à une inscription, enrollment, à une classe. Une classe, chez nous, c'est un cours Moodle. Donc grâce à la table inscription, enrollment, on peut faire le lien entre un utilisateur et un cours Moodle et son type de lien. Est-ce qu'il est étudiant, est-ce qu'il est enseignant? En dessous, on a un événement qui est relié à un utilisateur dans une classe. C'est les événements que j'évoquais tout à l'heure. Tel utilisateur s'est connecté sur tel cours, tel utilisateur a déposé un devoir dans tel cours, etc. Donc ça, c'est tous les événements que vous avez pu entendre parler tout à l'heure, XAPI ou Caliper. C'est les deux formats qu'on utilise. Ensuite, on a tout en bas à droite les résultats. Donc ça va être tous les résultats issus d'Apogée ou de Moodle. Et vous voyez qu'un résultat est à la fois lié à un utilisateur, évidemment, mais aussi à un cours, une classe, par l'intermédiaire d'un line item. Alors un line item, ça veut dire quiz numéro 10, qui appartient à la classe numéro 1 tel, et bien lui, il a eu tel résultat dedans. C'est comme ça que se fait ce lien. Et enfin, on a une table de risque en bas. Ça va être les risques qui vont être calculés par les chercheurs et réimportés a posteriori dans la base de données, en fait, qui sera liée à une classe et à un utilisateur. Alors cette structure-là, on ne l'a pas inventée de zéro, c'est une structure qui s'appelle OneRoster, qui a été évoquée ce matin aussi, par un consortium qui s'appelle IMS. Donc IMS a mis au point cette structure OneRoster, ainsi que Caliper, le remplaçant de XAPI. Tout ça pour dire que c'est une structure et c'est des normes de communication ouvertes et documentées. OneRoster, c'est une norme qui sert à transférer les données d'apprentissage. Donc on a réutilisé en fait cette structure-là, de sorte à avoir une structure documentée sur Internet, etc. Sur Internet, sur le site de IMS, on a la définition de toutes ces tables, ainsi que la définition de tous les arguments présents dans chacune de ces tables, avec pour chaque argument les éléments qui sont autorisés. Voilà. Donc c'est assez portable finalement, et c'est assez bien documenté. Je vais vous présenter maintenant la solution technique qu'on a mis en œuvre chez nous à l'Université de Lorraine. Donc elle se présente ainsi. On a les sources de données en bas à gauche. Alors ici j'ai indiqué Apogée Moodle. Par la suite, on pourra avoir d'une part d'autres données issues d'Apogée, les données d'état civil, etc., mais également d'autres sources de données. On pourrait imaginer, on a déjà évoqué, et on sait déjà techniquement comment on va le faire, récupérer les données, par exemple, de connexion Wi-Fi, les traces de connexion Wi-Fi, pour savoir si un étudiant est présent physiquement à l'université quand il y a cours ou pas, mais également les données issues du SIGB, par exemple, quel étudiant a emprunté quel ouvrage, à quelle date, voilà. Donc tout ça, ça peut être des sources de données qu'on va réutiliser. La force de cette infrastructure, c'est que ça n'est basé que sur des standards, des protocoles, des standards de communication ouverts, tels que XAPI ou Caliper. Donc en fait, même si on a une masse de sources de données avec des données complètement différentes, on va réussir à les adapter et à faire en sorte qu'ils communiquent tous de la même manière. Ces sources de données-là vont donc émettre des données
dans notre base de données, qui s'appelle en haut Learning Record Warehouse. On utilise pour ça le logiciel d'Apereo OpenLRW, sur lequel on a travaillé pendant 2 ans avec donc le développeur recruté sur le projet. Il a vraiment fait un travail très important d'adaptation du logiciel pour nos besoins. Tout est open source, donc tout a été remis à la communauté. Vous pourrez trouver ça sur GitHub sans aucun problème. Et donc soit les données envoient en temps réel, soit les sources de données envoient en temps réel les données au format XAPI ou Caliper, comme on le voit sur la flèche rouge qui monte, soit on a développé des scripts qui vont de manière asynchrone récupérer les données dans ces sources de données-là. Et en réalité, les 9/10 des données, on les récupère comme ça. Les données, par exemple, de Moodle d'usage, toutes les nuits, on va aller récupérer toutes les données de la journée écoulée, et puis on va les injecter dans notre base de données. Alors la fréquence peut être variable, on peut passer ça à toutes les heures, toutes les 10 minutes si on veut. Nous on le fait pour l'instant toutes les nuits, ça convient à tout le monde. On utilise aussi les scripts pour aller récupérer les données issues d'Apogée. En réalité, la sous-direction en charge d'Apogée nous envoie des exports Apogée, et nos scripts traitent ces exports-là, CSV, et les envoient dans la base de données, au format OneRoster que j'évoquais précédemment. Tous ces scripts sont également libres d'usage, donc ils sont tous sur GitHub là encore. Il y a mes coordonnées à la fin de la présentation, donc si vous voulez récupérer des éléments, il y a absolument tout qui est public. C'est une volonté de notre part dès le début du projet, d'une part de tout rendre public, mais également de faire en sorte au maximum que tout ce qu'on fait soit adaptable facilement pour les autres universités. Donc voilà, un gros plus pour ceux qui souhaitent se lancer. On a essuyé des plâtres pendant 2 ans, donc là, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Une fois que ces données sont structurées dans la base de données, avec la structure que j'ai présentée tout à l'heure, les chercheurs du lauréat vont aller récupérer ces données, vont les analyser grâce à Spark, qui est un outil qui vous parlera à ceux à qui ça doit parler, et vont calculer des indicateurs et vont renvoyer ces indicateurs dans la colonne risque qu'on a vue tout à l'heure. Okay, donc ils récupèrent ces données d'une part et ils en renvoient d'autre part. Pour au final fournir à l'étudiant un tableau de bord qui est matérialisé en bas à droite, qui va aller chercher dans la base de données toutes les informations et les indicateurs de l'étudiant pour les lui présenter. Donc l'application web d'affichage des dashboards a été développée depuis zéro par nous, par le développeur en fait du projet. C'est fait en PHP Symfony, c'est fait avec du Chart.js, donc tout ça c'est des choses qui sont assez simples à prendre en main et se basent sur du Caliper OneRoster aussi, donc encore une fois du protocole ouvert. Donc en gros, si vous récupérez OpenLRW qui est notre brique de base de données, si vous récupérez notre application qu'on a fait en PHP, bah, ça va coller quasiment tout de suite, quoi. Après, ça sera libre à vous de refaire les graphiques à votre convenance, mais toute la base technique et le socle technique est déjà présent et encore une fois disponible librement téléchargeable et adaptable. Alors, je sais qu'il fallait finir les présentations par des graphiques. Malheureusement, vous l'avez compris, c'est pas mon domaine en fait, les graphiques. Moi, je suis vraiment le technique qui met à disposition des chercheurs des données. Les chercheurs calculent des informations et affichent des graphiques qu'on nous demande d'afficher. La seule chose, donc, Azim Roussanali, qui va parler juste après moi, va vous détailler les graphiques qu'on a tirés de ces données-là. Mais le seul petit truc, moi, que j'ai trouvé intéressant, c'était le prototype vous montrer le prototype duquel sont partis les chercheurs, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Je vous l'explique pas parce que je le comprends pas. Et là où on en est arrivé techniquement, donc là c'est l'application telle qu'elle est actuellement. Donc ça c'est vraiment une capture d'écran sur l'application d'aujourd'hui avec un vrai étudiant. C'est pas du maquettage, c'est vraiment l'application telle qu'elle est actuellement. J'ai plus le temps et ça m'arrange parce que j'avoue que je ne comprends pas trop tous ces tableaux de bord là, mais Azim saura bien vous en parler dans quelques minutes. Je vais en venir pour presque conclure aux difficultés rencontrées. Alors c'est là le genre de précaution oratoire que moi je prends pas. Normalement on dit point d'attention, on dit pas difficultés rencontrées pour pas faire peur aux gens. Mais nous clairement c'était des grosses difficultés qu'on a rencontrées pendant 2 ans. Donc je vais vous les lister.
La première difficulté, ça a été de travailler avec les chercheurs. On n'était vraiment pas habitués. C'était peut-être pas la plus grosse, mais c'était celle qui nous est venue tout de suite. Nous, on va dire, pour faire simple, on est des techniques très terre-à-terre, et on a eu un peu de mal à s'adapter à toutes les exigences et les envies et les rêves de nos chercheurs. Donc à chaque fois, on nous disait, on a besoin de ça, 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 ça. Nous, on leur disait, on peut vous donner ça si vous voulez. Est-ce que ça vous va? Voilà. Donc ça a été vraiment un jeu comme ça, un petit peu difficile, qui, pour être honnête, nous a fait perdre assez de temps en début de projet, parce que il y avait des incompréhensions. Certains en voulaient trop, d'autres étaient trop frileux sur la mise à disposition de ces données. C'était un petit peu compliqué de se mettre d'accord dans un premier temps. Les autres difficultés rencontrées, ça a été de lister les données disponibles. Ça, c'était pas tellement difficile parce que nous, on savait techniquement quelles données on avait, mais quelles étaient les données nécessaires à l'élaboration des tableaux de bord. Toujours dans cette optique de les chercheurs veulent toutes les données et puis voir après ce qu'ils en font. Et alors que dans la vraie vie, c'est pas possible de faire comme ça juridiquement et techniquement en fait. Donc deuxième difficulté. Une difficulté qu'on rencontre actuellement, le travail tend à être terminé, mais il a été assez long, c'était l'industrialisation de tout ça. C'est-à-dire faire en sorte que tous les jours, on ait les données de toutes les actions de tous les étudiants, tous les jours, on ait toutes les notes de la veille, on ait toutes les nouvelles inscriptions, tous les nouveaux cours, etc. Ça a été vraiment assez compliqué à mettre en œuvre. Néanmoins, c'est fait. Donc voilà, si vous pensez vous y mettre, sachez qu'on est passé par là et on est prêt à partager notre expérience là-dessus. Une dernière difficulté, ça a été de faire le lien entre Moodle et Apogée chez nous. Dans certaines universités, la structure Moodle est la même que la structure Apogée. Ça peut poser des problèmes lors du changement d'offre de formation, mais dans ce cadre-là, ça aurait été pratique. Nous, on fournit la plateforme Moodle à l'enseignant qui est libre de mettre son cours où il le souhaite et l'appeler comme il le souhaite. Donc le lien avec Apogée et puis ses codes d'éléments pédagogiques ou constitutifs a été vraiment et toujours très compliqué à faire. Donc ça, c'est vraiment une difficulté majeure que nous, on a rencontrée. On s'en est sorti en essayant de forcer l'enseignant à mettre l'intitulé Apogée dans le class code de son cours Moodle. Donc on essaye d'automatiser la procédure, mais c'est pas évident. Donc c'est vraiment une très très grosse difficulté. Et enfin, pour conclure, une difficulté qu'on a rencontrée et qui nécessitait presque une diapositive à part entière, c'était Learning Analytics et le RGPD. Alors je me sens un peu ridicule de parler d'RGPD avec la présentation magistrale qu'on a eue il y a 10 minutes ou 20 minutes. Du coup, c'est possible qu'il y ait des éléments que je dise qui rentrent en contradiction avec ce qui a été dit précédemment. Prenez en compte ce qui a été dit précédemment dans ce cas-là. Du coup, voici le retour que nous a fait notre DPO et comment je l'ai compris et comment j'essaye de le restituer. En gros, il y a plusieurs droits auxquels il faut se mettre en conformité, merci, donc du point de vue de l'étudiant, puisque là, on donne des données que à l'étudiant qui sont non anonymisées. Le droit d'accès aux données, là, c'est pas compliqué, parce que c'est l'essence du projet, de lui donner accès à ces données et que à l'étudiant. Donc finalement, là, il n'y a pas de souci, il a accès à ces données de fait. Le droit d'opposition. Alors, comment on a traité ce droit d'opposition? Dans l'application web d'affichage des tableaux de bord, avant qu'il ait accès à ces tableaux de bord, on lui dit ce qu'il faut lui dire. C'est notre DPO qui nous a fourni le texte précis, je ne l'ai pas en tête parce qu'il est très long. Mais en gros, il est obligé de dire « j'accepte » pour avoir accès à ces tableaux de bord. Dans l'application, j'y viendrai à la fin, le droit de portabilité, c'est-à-dire, comme Vanda posait la question tout à l'heure, comment on donne aux étudiants qui le souhaitent leurs données. Nous, on fait un export de la base de données en JSON et ça suffit. Puisque c'est structuré, donc c'est ce qu'il faut. Le droit de rectification, alors c'est-à-dire l'étudiant a le droit de demander à ce que ses données soient modifiées. Dans le cas des traces Moodle, il n'y a pas lieu d'être, puisque les traces Moodle sont ce qu'il a fait, donc il n'y a pas à se poser la question. La seule rectification qu'il peut demander, c'est une note dans Apogée, et auquel cas on le renvoie vers la scolarité, et puis il voit avec la scolarité. Le droit de limitation sert au cas où on met un petit peu de temps à effacer ces données, on est obligé de limiter l'accès aux autres personnes à ces données. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci parce que les données de l'étudiant ne sont visibles que par l'étudiant lui-même.
Donc on n'a pas à se soucier de limiter l'accès à d'autres personnes que lui-même, puisque personne n'y a accès. Le droit de déréférencement, on n'en parle pas ici, puisqu'on ne référence pas les données sur un système tiers type moteur de recherche. Et enfin, le droit d'effacement, je l'ai mis en dernier, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la chose qu'on n'a pas encore traitée pour l'instant. J'avoue que ça fait vraiment peur, tout le discours qu'il y a eu il y a 20 minutes ici, tout ce qu'on doit mettre en place. Et il a dit très justement, c'est un souci pas juridique mais technique. Bah du coup, c'est moi qui fais la technique et ça fait vraiment très très peur, quoi, en fait. Donc le droit d'effacement, on sait qu'on va devoir le traiter. On ne sait pas encore comment on va le traiter. Voilà. Parce que quand on dit on va effacer toutes les traces d'un étudiant, bah on a les chercheurs à côté qui nous disent bah oui, mais nos algos de profil, après ça va être faussé et tout ça. Donc voilà, on ne sait encore pas trop en réalité comment traiter cette partie-là. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez quelques questions, si on a le temps, dans tous les cas, il y a mes coordonnées ici. Donc si vous voulez me contacter pour n'importe quelle question autour des Learning Analytics, j'y répondrai avec plaisir. Et tout ce que j'ai présenté est librement téléchargeable et utilisable. Et donc avec plaisir de vous fournir ça pour vous, quoi. Et déjà, merci au travail de Nancy parce que ça nous a beaucoup servi, ça nous inspire pour continuer. Donc il faut le dire, comme c'était un des premiers à vraiment relancer. Merci pour avoir souffert autant à notre place. Et j'ai une question très concrète parce que je comprends pas encore très bien les fonctions en dehors de la difficulté avec les chercheurs que je comprends très bien parce que pour nous c'est pareil en tant que chercheurs. Non, c'est plutôt dans l'architecture quand il a les indicateurs. J'ai du mal à voir où se trouvent les algorithmes et qu'est-ce qui est envoyé vraiment à la plateforme. Parce que la BD que tu as montré, c'est la BD plutôt des données justement événementielles, etc. Mais où on stocke les données mâchées par l'algorithme qui va faire une visualisation. Je le vois pas dans la BD, je le vois pas. Ils sont où? J'ai du mal à voir dans ce schéma. Les algorithmes vont récupérer tout ce qu'il y a là-dedans, sauf la table risque. Oui. Et ils vont calculer des trucs. Et ce qu'ils vont calculer, ils vont le remettre dans la table risque ici. Dans la table qui est en dessous qui est entre user et class en fait. User class, data, activate, metadata. Et metadata c'est indicateur alors, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc pour chaque étudiant et chaque jour, donc chaque lien étudiant classe et chaque jour, on va avoir plusieurs risques, une douzaine de risques environ, qui sont représentés sur donc du coup, forcément, un indicateur c'est une valeur. Donc du coup, c'est variable et valeur. On n'a pas des choses plus... En fait, on a nom de l'indicateur, valeur et poids. D'accord. Ce qui nous permet de faire... Okay. Donc ici, les différents risques, il y en a 4 qui sont envers des risques de type activité. Quand je dis risque, c'est indicateur en fait. Oui, c'est pas des risques d'échec ou des choses comme ça, c'est des indicateurs. Donc ici, pour cet utilisateur-là, pour ce cours-là, qui est algorithmique de base L1, S1, Algo 1, il y a pour ce jour-là, parce qu'il y a un date picker tout en haut à droite, donc c'est jour par jour. Pour ce jour-là, il y a 6 indicateurs qui vont être présents dans la table risque qu'on va récupérer. Donc la contrainte, c'est que forcément l'algo renvoie une variable avec une valeur de certaine façon. C'est ça. Ça peut pas envoyer un tableau ou des choses un peu plus... Est-ce que c'est possible ou pas? Je sais pas trop. D'accord. En tout cas, pour afficher là ces 6 risques-là, ça va être dans une entrée de la table utilisateur classe, voilà les 6 risques pour le jour-là. Et puis le lendemain, ça sera un autre enregistrement identique, sauf les risques, quoi. Oui, concernant l'effacement des données, j'ai une question naïve, mais ces données-là qui sont envoyées aux chercheurs qui font leur travail, enfin, elles sont pas anonymisées? Est-ce que ça serait pas plus simple de les anonymiser? Non. Et après de renvoyer les résultats désanonymisés. Auquel cas, les chercheurs, ils gardent des données anonymes, ils peuvent les garder ad vitam aeternam. Hein. Ouais, mais il y aura toujours un lien qui pourra être fait, parce qu'il y aura une table de correspondance pour désanonymiser, et on répond à aucune problématique d'anonymisation dans ce cas-là, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Ouais. Et du coup, il n'y a plus de machine learning. Et par ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas indiqué, c'est que tout ça, c'est hébergé chez nous sur notre infrastructure gérée par nous. Quand je dis on l'envoie aux chercheurs, c'est pas on l'envoie au labo. En fait, c'est eux qui viennent sur nos machines pour passer leurs algorithmes. Et donc, en réalité, la machine qui fait les algorithmes, c'est la machine sur laquelle on récupère les données, les exports d'Apogée, etc.
Donc en vrai, admettons si la machine se fait pirater, bah on aura beau anonymiser dans la partie Spark, il y aura toutes les données en amont. Mais là, c'est vraiment trop technique pour moi pour vous donner une réponse affirmative. Il faudrait voir avec celui qui était là avant, qui vous donnera une réponse probablement plus précise. Bon, on va devoir avancer, sinon la journée est intéressante, mais elle doit se finir avant 17h. Du coup, merci Benjamin Séclier.